Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui est la suite de celle que j'avais faite sur ICMP, parce qu'en fait, je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai expliqué comment le protocole ICMP fonctionnait, mais je ne vous ai pas dit que tout ce qu'on pouvait faire en fait avec ce protocole ICMP. En fait, il s'avère que ce protocole peut être manipulé pour faire diverses choses, et notamment de la reconnaissance d'hôtes au niveau de l'OS, mais aussi de l'exfiltration de données et encore de l'IP spoofing, vu qu'il se base sur le protocole IP et que le protocole IP ne vérifie pas l'adresse source. Et donc on peut faire ce qu'on appelle une Smurf attaque ou une attaque par rebond avec de l'ICMP. Petit point d'attention, certaines techniques présentées dans cette vidéo ne doivent pas être utilisées sur des cibles ne vous appartenant pas. Commençons donc par la reconnaissance. Lors d'une phase d'un test d'intrusion ou lors d'une phase d'attaque, il est important de savoir à qui on a affaire. Et une des premières phases est de faire ce qu'on appelle une reconnaissance. Parmi les techniques de reconnaissance, il y a la reconnaissance passive, où on va essayer d'obtenir un maximum d'informations sur la cible avec des données qui sont disponibles sur Internet, comme des sources OSINT par exemple. Et il y a aussi la reconnaissance passive, où on va commencer à interagir avec notre cible pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est. Une des premières reconnaissances que l'on peut faire, c'est déjà essayer de déterminer sur quel OS se trouve notre cible. C'est-à-dire quel système d'exploitation elle fait tourner pour pouvoir ensuite adapter les autres techniques qui vont venir lorsqu'on va faire véritablement le test d'intrusion. Pour scanner ces OS, plusieurs techniques existent. On peut le faire aussi avec le protocole ICMP et notamment grâce au champ TTL. Je vous explique tout ça maintenant. Lors de la précédente vidéo, nous avons vu que lorsque nous faisons un ping, donc je vais prendre une cible qui est dans mon réseau au hasard, mettons ma box. Lorsque nous faisons un ping, donc par le biais de Wireshark, nous pouvons observer plusieurs choses. Parmi ce que l'on peut observer, nous avons notamment ici, un petit peu caché, le TTL. Je vous en avais parlé, c'est un nombre en fait qui représente la durée de vie du ping lors de son transit. Il s'avère en fait que grâce à ce TTL, nous pouvons savoir quel type d'OS nous avons en face. Par exemple, un hôte Windows a toujours un TTL de 128. Un hôte Linux a toujours un TTL de 64. Basé sur ces observations, nous pouvons donc estimer que le PC à partir duquel, donc la source ici, à partir duquel je fais mon ping, donc le 1.137, a un TTL de 128, donc c'est un Windows. Par contre, lorsque ma cible me répond, mon 1.1, il y a un TTL de 64, donc c'est un Linux. Donc ça, c'est quasiment tout le temps valable, sauf s'il y a eu une modification au niveau du système, mais c'est assez rare. Donc à partir de ça, on peut déjà déterminer, là que mon 1.1, ma box, tourne sur un système Linux. Si maintenant je fais un ping sur une autre cible de mon réseau, qui là est un Windows, hop, j'écris n'importe quoi, voilà. On va voir ici, vous voyez, que le TTL est le même en fonction, par rapport au request et par rapport au reply. Je viens de pinguer un autre Windows, donc on voit bien que le Windows a bien un TTL de 128. Si je ping une machine Ubuntu qu'il y a sur mon réseau, nous allons voir, hop, que la réponse est bien un 64 et c'est bien un Linux. Donc ça, c'est la première méthode qui va nous permettre de faire de la reconnaissance. On peut aussi utiliser une autre méthode pour faire ça avec le logiciel qui s'appelle Hping. Alors Hping, c'est un logiciel qui tourne sur Linux, c'est un logiciel en ligne de commande qui va nous permettre en fait de forger des requêtes ping pour pouvoir y insérer plusieurs choses. Là, par exemple, on va jouer sur les codes. Donc le type, je vous en avais parlé lors de la dernière séance. Donc par exemple là, un type 0 c'est un reply, un type 8 c'est un request, mais vous voyez en dessous il y a code. Certains types ont des codes qui peuvent modifier en fait le message ICMP qui est reçu. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer un code bidon, c'est-à-dire qu'un code qui n'existe pas. En fonction de ça, il s'avère que les Linux, quand on envoie un code un petit peu bizarre, vont répondre avec le même code. Par contre, un autre Windows va répondre avec un code
0 systématiquement. On peut tout à fait le vérifier. Donc la commande en question, c'est hping. Alors hping 3, parce qu'on en est au 3. Je vais afficher l'aide pour vous faire voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec du hping. Il peut même travailler au niveau de la couche 4, hping, avec du TCP et de l'UDP, ou faire du scan, par exemple. Nous, on va l'utiliser pour envoyer donc un ping avec un code bizarre. Donc on va utiliser l'option, je la cherche, -K majuscule, ici, ICMP code. Donc par défaut, c'est 0. Donc nous, on va mettre un code, par exemple 77, et on va voir ce qui se passe quand on fait un ping. Donc, alors je me mets en sudo, parce que hping utilise des sockets. Donc là, je suis dans une machine WSL, donc Windows Subsystem for Linux. Donc je suis obligé de mettre sudo. Donc, hping, on va lui dire -1. Pourquoi -1? Parce que hping a plusieurs modes, comme je l'ai dit, et le -1 est le mode ICMP. Donc là, je veux faire de l'ICMP. Je vais dire ensuite C1, parce que ça ne sert à rien d'envoyer 50 000 pings. Pour notre test, un seul paquet ping va suffire. Ensuite, -K majuscule, donc le code est 77. Et je vais donc lui spécifier ma cible. Commençons par ma machine Ubuntu. J'envoie le ping, donc il va apparaître ici. Alors déjà, vous voyez que le paquet est un petit peu bizarre. Séquence 0 sur 0, TTL 63. Donc vous voyez, c'est un petit peu étrange au niveau de ma machine. On voit également ici, si je clique sur frame, c'est-à-dire la trame, que celle-ci fait 42 octets, alors qu'un ping normal fait 74 octets. Donc on voit que c'est des pings un petit peu bizarres, et on voit effectivement que lors de la réponse, celui-ci m'a répondu, donc ma machine Ubuntu, m'a répondu avec un code 77. Maintenant, voyons ce que cela donne si je ping mon Windows. Donc au niveau de mon Windows, si je regarde le reply, je vois ici un code 0. Mon request avait bien un code 77, mon reply a un code 0. Donc, c'est une machine Windows. En plus, là, j'ai le TTL 228, donc ça me confirme que c'est bien une machine Windows. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire avec le protocole ICMP pour faire de la reconnaissance. Donc ça, c'était la première partie. Nous allons voir maintenant qu'avec ICMP, on peut aussi faire de l'exfiltration de données. Alors, pourquoi, dans quel cas c'est utile? Il s'avère que ICMP est rarement un protocole qui est inspecté au niveau d'un firewall. Si on fait une exfiltration de données assez massive, en extrayant des fichiers par le biais d'autres protocoles, il est possible dans les entreprises qu'il soit mis en place ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire on va dire des couches supplémentaires sur le firewall qui vont inspecter le contenu, la charge utile en fait de la requête, du paquet ou autre, et qui vont pouvoir détecter de la fuite de données. Il y a plusieurs techniques qui sont existantes sur les firewalls nouvelle génération de détection de fuite de données. Sauf que ICMP, c'est assez rare qu'on aille inspecter ce qu'il y a dans un paquet ICMP. Et on va voir que dans un paquet ICMP, on peut mettre plusieurs choses, encore avec cet utilitaire hping, donc ça va être très trivial ce que je vais faire, mais si on augmente un peu la sophistication de l'attaque, on peut extraire pas mal de données avec ICMP. On va voir tout ça maintenant. Retournons donc sur notre combo Wireshark et ligne de commande. Je vais me remettre sur ma ligne de commande PowerShell Windows toute bête, et je vais refaire un ping vers mon 34. Mettons. On va voir quelque chose. Donc comme je vous l'ai dit, déjà la taille est de 74 octets. Ça comprend l'entête de couche 2 qui fait 14 octets, l'entête IP qui fait 20 octets, et mon contenu d'ICMP, qui donc avec les octets, et les datas, donc la charge utile, fait 40 octets. Ça fait toujours 40 octets, normalement. Si on regarde les datas, on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, donc là c'est, résumé, on peut les faire apparaître ici. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans un ping? A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, 1. Il y a l'alphabet, donc qui s'arrête à W, et après qui recommence. En fait, ça, je peux le modifier. Alors déjà, le premier moyen de le modifier, c'est en faisant au niveau du ping. Alors si je raffiche l'aide, hop, vous avez donc un -L ici.
Le moins L, qu'est-ce que c'est? C'est la taille. Taille du tampon d'envoi. Cette taille, je peux la modifier. C'est-à-dire que je peux envoyer des pings plus gros. Donc si je recommence, ping moins L, mettons 100, et je renvoie sur la même adresse. J'avais pris qui? J'avais pris le Ubuntu. Hop. On va voir ici, voilà, en request. Vous voyez que si je clique sur data, j'ai bien 100 octets. Et qu'en fait, si je regarde la charge utile, j'ai tout ça. Alors, je peux augmenter, hein, quasiment... Enfin, non, j'allais dire quasiment indéfiniment, mais non, pas du tout. Par exemple, si je mets 2000. Voyons voir ce qui se passe si je mets 2000. Donc ici, sur mes datas, je remarque donc que ça fait bien 2000 bytes, mais il y a un petit mot qui est très important, c'est ça. Reassembled IPv4. En fait, cette taille a été fragmentée, hein, cette taille. Pardon. Ces paquets-là ont été fragmentés parce que sur les réseaux, il y a quelque chose de très très important qui s'appelle la MTU, Maximum Transmission Unit. Cette taille-là est la taille en fait maximale que peut accepter une cible pour un paquet. Ou que peut accepter par exemple un routeur pour faire transiter un paquet. Donc cette taille-là, on peut la fixer effectivement avec L, mais nous pouvons dire à ping de ne pas fragmenter, c'est-à-dire ne pas redécouper derrière cette taille. Donc si je réessaye ici, on va prendre un petit... Hop, on va faire un petit peu de propre là. Si je réessaye ici, -L, 2000, 192.168.1.34, mais je mets -F, et pour lui dire ne pas fragmenter. Et j'envoie. Ah, attendez, pardon. J'ai mis du CLS. Voilà, hop. Donc vous voyez, ici, là, j'ai rien. Rien ne se passe, et il me dit le paquet doit être fragmenté, mais paramétré DF. Donc DF, c'est pour Don't Fragment. Donc le paquet doit être fragmenté. Donc en fait, 2000, ça ne l'accepte pas. Donc je peux essayer par exemple 1800. Ça ne l'accepte pas non plus. Je peux essayer 1500. Ça ne l'accepte pas non plus. Et donc, ça doit être quelque part à 1400 non plus. 1470, on est bon. Et 1475, on n'est plus bon. Donc ça doit être 72 et 73. Voilà, donc c'est bien 72, 1472 octets, qui est le maximum de ma MTU. Et on voit hein, que dans mes différents tests, donc là c'est ici 1472, donc ça n'a pas été réassemblé. Donc encore une fois, hein, c'est toujours les mêmes caractères qui se répètent, hein, c'est-à-dire l'alphabet jusqu'à W, indéfiniment, pour remplir en fait hein, cette charge utile du paquet ping. Mais en fait, dans cette charge utile, eh ben, on peut un petit peu y mettre ce qu'on veut. C'est le cas donc avec hping, hein, par exemple, on peut tout à fait déterminer à hping, lui dire de mettre quelque chose à l'intérieur de ça et faire donc de l'exfiltration de données. Par exemple, on va faire un petit exemple, je vais envoyer un ping à mon Ubuntu et je vais utiliser donc cette... Voilà, hop, je vais utiliser cette option-là de hping3, donc le -e pour signe ou signature, et je vais pouvoir insérer ce que je veux à la place de tout ça. Donc hping3, -1 pour ICMP, -C1, ça sert à rien d'en envoyer plusieurs, encore une fois, 192.168.1.34, et je vais mettre -e, et je vais mettre tout simplement la fameuse phrase Hello World. Hop, hop. Voilà. Sur mon Ubuntu, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, je vais hop, mettre un TCP dump. Donc TCP dump, hein, c'est Wireshark en ligne de commande, hein, en quelque sorte. Je cible sur ICMP et je mets -A majuscule pour vraiment qu'il m'affiche tout le paquet entier. Alors, bien sûr, il faut un sudo pour pouvoir écouter. Voilà. Donc si j'envoie ceci... Ah, j'ai oublié le sudo, vous voyez. Hop,
recommence, sudo. Voilà. Là, j'ai envoyé ceci. Dans mon Wireshark, je vois ici, hop, si je sniff, il y a bien Hello World qui apparaît. Et sur mon Ubuntu, j'ai bien reçu Hello World. Donc j'ai rempli, je peux exfiltrer de l'information, envoyer des messages par le biais d'un ping, mais je peux faire même encore mieux que ça. Je peux carrément envoyer un fichier. Donc ça, c'est avec le -e majuscule. Et attention, quand on utilise -e, il faut absolument mettre le -d. Hein. Le -d, c'est data size, c'est la taille du data. Hein. C'est un peu l'équivalent du -l qu'on a utilisé ici avec ping. Et je peux carrément envoyer donc un fichier. Donc ici, j'ai créé un fichier, hein, je vais l'afficher, je l'ai appelé client list. On va imaginer que c'est la liste des clients. Dedans, j'en ai 3, un John Doe, Martin Smith, Jean Dupont. Bon. Cette liste-là, avec hping3, je peux l'envoyer directement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Sudo hping3, donc toujours en -1, toujours en C1. -e client list, toujours mon 192.168.1.34 et mon -d, je sais pas, je vais mettre 100 par exemple. Admettons, c'est juste pour que ça passe. Donc j'envoie ça. Sur mon Ubuntu, qu'est-ce qui s'est affiché? Ici, je l'ai bien reçu, hein, l'IP à partir de 1.37, c'est moi. Et j'ai bien John Doe, Martin Smith, Jean Dupont. Donc je viens d'envoyer un fichier avec un ping vers un serveur. Donc on peut imaginer tout à fait qu'un hacker qui se soit introduit dans un système informatique d'une entreprise puisse faire de l'exfiltration de fichiers vers un serveur dont il a le contrôle, sur lequel il écoute en fait directement ce qui passe, et il peut comme ça enregistrer et exfiltrer de manière assez silencieuse des informations. Alors, comment se prémunir contre ça? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez plusieurs pare-feux, comme je vous disais, de nouvelle génération qui comportent différents proxys, et certains d'entre eux comportent un proxy ICMP. Vous pouvez tout à fait demander au proxy ICMP de faire en sorte que les ping requests aient une data de 40 bytes. On l'a dit, les normales, si je reprends les normales ici, non, ça c'était pas une normale. Hop, 74, oui c'est là, pardon, si je prends pas le bon truc, voilà, la partie ICMP du paquet fait 40 octets. Donc on peut dire au proxy, tu ne laisses passer que des ICMP request, donc on va lui dire, on va filtrer sur le type 8, sur le code 0, et il faut que le tout fasse 40 bytes. Si jamais quelqu'un fait un ping avec à l'intérieur, comme j'ai fait ici, soit du texte directement, soit un fichier, ça ne passera pas, parce que ça dépassera ces 40 octets. Ou si quelqu'un essaye de faire de la reconnaissance en manipulant les types et les codes, ça ne passera pas non plus. Mais encore une fois, il est très très rare que dans les entreprises, il y ait ce type de filtrage qui soit mis en place. Donc voilà pour la partie exfiltration de données. Donc encore une fois, pour se prémunir, proxy ICMP est filtré sur du type 8 avec une taille maximum de charge utile de 40 octets. C'est le seul moyen de se prémunir contre l'exfiltration des données via du tunneling ICMP. Alors, à savoir aussi que le tunneling ICMP peut permettre de bypasser certains filtrages d'un antivirus, si on ne fait pas de filtrage sur ICMP, pour pouvoir faire de la communication en sautant, si je puis dire, les filtres, les différents filtres qui ont été mis en place. Donc c'est très important de mettre en place aussi un filtrage ICMP dans une entreprise pour assurer la sécurité des transactions. Dernière chose donc qu'il nous reste à voir, c'est le spoofing. En fait, ICMP se base sur le protocole IP, comme je vous l'ai dit. IP est un protocole sans connexion, c'est-à-dire qu'IP ne fait pas de connexion préalable vers la destination avant d'envoyer quelque chose. Donc il ne s'assure pas que la destination soit bien la bonne destination. Donc, ICMP étant encapsulé dans un paquet IP, je peux tout à fait me faire passer pour quelqu'un d'autre et envoyer un ICMP à quelqu'un en lui faisant croire que je suis quelqu'un d'autre. Forcément, ma destination, quand elle va recevoir, elle va voir l'adresse source, elle va donc répondre non pas à moi, mais à la source.
Avec ça, si jamais on manipule des paquets ou qu'on envoie un très grand nombre de cibles avec une identité usurpée, eh bien, on peut créer des attaques par déni de service en spoofant, donc en usurpant l'IP d'une cible. Je vais vous faire une petite démonstration par rapport à tout ça. Donc nous voici à nouveau sur l'écran de démonstration, sur lequel j'ai fait un petit peu de ménage, histoire qu'on y voit plus clair. Donc je vais me mettre sur mon Ubuntu. On est d'accord, si j'envoie un ping à ma machine sur laquelle je suis actuellement, sur mon Windows, qui est en 1.37, je vais donc avoir ici, voilà, en source 1.34, c'est mon Ubuntu, je vais l'arrêter, qui envoie un ping à 1.37, et forcément 1.37 répond à 1.34. Jusqu'ici, tout va bien. Si je fais l'inverse, c'est encore pareil, 192.168.1.34, je vais envoyer de 1.37 à 1.34, et 1.34 va me répondre. Maintenant, j'ai installé sur mon Ubuntu hping. Et je vais donc dire à hping, fais-toi passer, ne mets pas ta propre adresse dans le champ source, mais mets l'adresse que je vais te dire. Et je vais donc me faire passer pour ma machine Windows et envoyer des pings à mon routeur. On va voir ce qui se passe. Donc, sudo hping-a, qui va me permettre d'usurper. Le -a, c'est pour spoofer. Donc, je vais lui dire, tu vas envoyer des pings en te faisant passer pour 1.37. Alors, j'ai oublié le -1, pardon, pour me mettre en mode ICMP, sinon ça ne marchera pas. Voilà, hop. Tu envoies ce ping à 1.1, et je vais mettre C1, parce que ça sert à rien d'en envoyer de trop. Donc là, sudo hping -1 pour mode ICMP, -a avec l'adresse IP de celui que je veux usurper, et 1.1, donc l'adresse à qui je veux envoyer le ping. Donc là, hop, il se passe rien. Alors attendez, je vais enlever le -1. Ah mais oui, mais non, pardon. Pardon, hping 3. Et oui, voilà, le voilà, il est arrivé. Donc qu'est-ce que je vois ici, sur ma machine? Je vois que 1.1 a répondu à 1.37. On est d'accord que j'ai vu aucune requête là, ici. Et bien tout simplement parce que ici, j'ai bien envoyé une requête. On ne la voit pas parce qu'elle est partie de mon Ubuntu. C'est arrivé sur 1.1. 1.1 a lu le champ source. Il a vu 1.37. Il a donc répondu à 1.37. Donc ça, c'est une technique, donc c'est de l'usurpation d'IP. Alors le problème, c'est que à cause de ça, je peux tout à fait faire ce qu'on appelle une attaque par rebond, donc la fameuse Smurf attack. Si ici, je lui précise flood pour inondation, vous allez voir ce qu'il se passe. Je vais, hop là, juste faire un peu de ménage ici. Donc là, je lui dis, tu te fais passer pour 1.37 et tu inondes le 1.1 de ping. Donc regardez ce qui se passe sur ma machine cible, qui n'a rien demandé à personne, la pauvre. Si je fais un flood, voilà. Donc, je vais l'arrêter, parce que là, ça va y aller. Donc j'ai tout ça qui s'est affiché comme paquet. Vous voyez, là, je suis en train de remonter avec la molette. Là, je suis qu'en bas, là. Donc je peux remonter encore très loin. Donc là, je viens d'inonder littéralement 1.1 avec des paquets ping en me faisant passer pour 1.37. Là, je suis sur la 1.37. Vous voyez qu'il n'y a aucun echo request. La 1.37 n'a rien demandé. Par contre, elle reçoit tous les replies de la part de 1.1 qui croit répondre en fait à la personne qui l'a interpellé. Donc là, ça fait quand même beaucoup de ping. Alors ma machine est assez forte pour supporter tout ça, mais imaginez un tant soit peu si jamais j'envoyais cette demande-là, non pas à 1.1, mais à des centaines, voire à des milliers de machines. À ce moment-là, ces centaines et ces milliers de machines répondraient toutes à ma machine, et là, forcément, je vais créer un déni de service. Donc ça, c'est le principe du Smurf attack. Donc attention, Smurf, rien à voir avec les Schtroumpfs, mais en français, donc on appelle ça attaque par rebond ou attaque par réflexion. Donc comment se prémunir contre ça? Eh bien tout simplement en faisant en sorte que le firewall ne réponde au ping, ne laisse entrer que les pings en réponse à ceux qui sont sortis. Bon, ça, c'est une évidence. Normalement, le firewall stateful le fait par défaut, mais bien sûr, il faut s'en assurer pour éviter ce genre d'attaque.
Donc, interdiction de faire entrer un echo ping, un echo reply s'il n'y a pas eu d'echo request avant. Voilà pour cette démonstration. Voici donc pour les différentes choses que l'on peut faire avec le protocole ICMP, donc en le manipulant un petit peu pour l'adapter à nos besoins dans le cadre d'un test d'intrusion ou autre pour arriver un petit peu à nos fins. Donc la dernière partie sur la Smurf Attack, généralement on ne fait pas ça en test d'intrusion parce que le but n'est pas de faire tomber des services, mais bien de révéler des failles. On peut être amené à faire ça, mais on va dire un tout petit peu, en faisant un compteur, pour prouver que c'est possible, mais sans faire l'attaque jusqu'au bout, le but n'étant pas de faire tomber, encore une fois, les services du client. Encore une fois, je le répète, ces techniques-là sont des techniques que je vous montre à titre pédagogique. Il est hors de question que vous les utilisiez sur des cibles soit qui ne vous appartiennent pas, soit sur des cibles qui ne vous ont pas donné une autorisation express avec un contrat signé de faire ces différents tests sur leur infrastructure. Voici pour cette vidéo qui est donc terminée. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous lisez tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me proposer des sujets si jamais il y a des sujets qui vous intéressent et que vous souhaiteriez que je traite. Si j'en ai les capacités, ce sera avec grand plaisir. D'ici là, bonne navigation, bon vent et à la prochaine.